Alors, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et vraiment, je suis ravie d'inaugurer ce séminaire. Et puis maintenant, je vois que vous avez un programme absolument passionnant. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça va pas vous décevoir, parce que en fait, je vais vous emmener un petit peu dans le trouble neurodéveloppemental, qui est le TDAH, mais je ne vais pas faire un cours sur le TDAH. Alors, je vais quand même faire un petit rappel, parce que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas très bien le TDAH, mais je voulais vraiment vous emmener dans les aspects émotionnels liés au TDAH et sur les aspects de diagnostic différentiel. Et je vais vraiment beaucoup vous parler d'émotions et notamment de difficultés émotionnelles et d'irritabilité. Donc on va essayer de découvrir un petit peu ensemble tout ce domaine. C'est un domaine clinique et un domaine de recherche qui est extraordinairement intéressant et très actif depuis quelque temps. Alors la recherche dans le TDAH, à tous les niveaux, elle est très active depuis fort longtemps, mais sur les aspects émotionnels, je pense que les grands premiers travaux qui ont vraiment commencé à défricher le domaine datent des 15 dernières années. Hein. Et voilà, donc pour commencer, je vous montre quelques liens d'intérêt qui sont à la fois industriels, académiques et aussi des collaborations avec les startups. Pour les points principaux de mon topo, en fait, on va parler évidemment de définition, on va parler de la clinique de la dysrégulation émotionnelle associée au TDAH, on va parler des troubles associés, des diagnostics différentiels, parler un peu d'évolution, bien que, comme je vous ai dit, le domaine de recherche étant relativement récent, les données d'évolution ne sont pas forcément encore très fournies. On va parler aussi d'aspects plus mécanistiques, neuropsychologiques. Et puis après, je vous emmènerai dans le domaine thérapeutique en évoquant les thérapeutiques psychosociales et les traitements médicamenteux. Mais je ne vais pas m'intéresser aux symptômes cibles du TDAH. Je vais vraiment m'intéresser aux aspects émotionnels et en particulier à l'irritabilité. Alors, pour ceux qui connaissent, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas du tout le TDAH et qui ne connaissent pas l'acronyme, par exemple, qui ne savent pas TDAH, de quoi je parle? Non, ça va, tout le monde connaît. Parce que comme on m'a dit que j'avais un public extraordinairement divers, écoutez, donc vous connaissez bien le TDAH. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement qui se compose évidemment des symptômes. C'est un syndrome qui a des syndromes d'inattention et puis d'hyperactivité, impulsivité. Le TDAH, en deux mots, trouble du neurodéveloppement qui associe de l'hyperactivité, impulsivité, de l'inattention à des degrés divers, parce que vous avez des présentations avec hyperactivité, impulsivité prédominante, avec inattention prédominante, et des présentations combinées, ces présentations pouvant varier selon le stade de développement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait commencer par avoir une présentation plutôt combinée, avec à la fois de l'inattention et des difficultés d'hyperactivité et d'impulsivité, et arriver à l'adolescence avec plutôt une persistance de difficultés plutôt attentionnelles. Alors, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est fréquent, puisqu'il touche environ 5% des enfants d'âge scolaire, et il persiste. On va tomber sur des prévalences selon les études chez l'adulte autour de 3%. Hein. Voilà. Donc c'est un trouble invalidant parce qu'il est associé à des problématiques qui sont des problématiques de fonctionnement et d'adaptation dans la vie de tous les jours, et en particulier des difficultés académiques, scolaires, tout simplement parce que l'attention est fragile, et il y a aussi des difficultés d'ajustement social, et le rejet social est très fréquent. Et puis, bien sûr, il y a des difficultés d'ordre relationnel, familial, puisque ce sont des enfants qui ont un comportement qui est relativement, parfois vraiment un vrai challenge pour les parents et pour leur entourage. Après, dans l'évolution, on sait qu'il y a des comorbidités qui dépendent un peu de l'âge. Chez les enfants jeunes, ce sont les autres troubles du neurodéveloppement qui vont être au premier plan. Et chez les adolescents et les adultes, on va avoir une prévalence plus élevée chez les personnes avec TDAH de difficultés de symptômes de type anxieux ou dépressif. Et aussi de difficultés liées à des troubles de la personnalité émergents, et aussi, bien sûr, tout ce qui est relatif aux troubles oppositionnels avec provocation et aux troubles des conduites.
Chez l'adolescent et l'adulte, il y a aussi un risque plus important d'avoir des conduites de consommation problématiques, hein, donc l'abus de substances. Et puis on peut aussi avoir des conduites délinquentielles qui vont apparaître donc à l'adolescence et a fortiori à l'âge adulte. Et puis un risque plus important d'accidents, accidents de la voie publique, accidents domestiques chez les plus jeunes. Alors ça, c'est vraiment en très très résumé la clinique du TDAH. Si le TDAH vous intéresse, et si ça vous intéresse beaucoup, venez nous voir à Montpellier parce que nous avons un diplôme universitaire spécifique TDAH et troubles associés qui est, je pense, peut-être ouvert aussi aux personnes de Genève. Enfin, en tout cas, nous, on vous prend volontiers dans notre formation. Sur maintenant plus précisément le fonctionnement émotionnel. Alors, dans le fonctionnement émotionnel, si on veut être un peu schématique, on peut distinguer tout ce qui est réactivité émotionnelle, émotionnalité élevée. C'est-à-dire qu'on va réagir fort à des stimulations de son environnement et notamment aux stimuli qui potentiellement ont une valence émotionnelle. Et puis on a un autre aspect qui est celui de la régulation. Ce sont comment on régule les réponses physiologiques et comportementales hein, qu'on va ressentir après avoir été exposé à un stimulus qui a une valence émotionnelle pour nous personnellement. Quand est-ce qu'on parle de dysrégulation émotionnelle? Eh bien, c'est quand ces réactions émotionnelles sont excessives et aussi inappropriées par rapport au contexte et aux normes sociales. Et on parle aussi de dysrégulation émotionnelle pour qualifier les changements rapides et incontrôlés des émotions que cliniquement on va souvent appeler labilité émotionnelle. Vous allez voir que finalement la dysrégulation émotionnelle, elle a vraiment plusieurs composantes et on va à vraiment revenir sur ces différentes composantes parce que c'est important, elles n'ont pas forcément les mêmes conséquences et elles n'ont pas forcément les mêmes traitements. Troisièmement, on peut parler de dysrégulation émotionnelle pour qualifier l'incapacité à modifier son état émotionnel et ça va interférer avec le fonctionnement adaptatif. Donc on retrouve cette difficulté plutôt dans l'ordre de la régulation de l'expression émotionnelle pour qu'elle devienne socialement, on va dire, plus adaptée. Vous trouverez dans la littérature sur les émotions ce concept-là, l'irritabilité. L'irritabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse à une situation frustrante ou de menace, alors une situation plutôt aversive hein, quand même, qui déclenche des réactions comportementales inappropriées, comme des agressions physiques ou verbales ou des crises de colère. Donc là, on est sur une des composantes de la dysrégulation émotionnelle et ça ne représente pas toutes les composantes, c'est vraiment la manifestation comportementale. Quand on parle d'irritabilité, on ne parle pas forcément de tous les mécanismes derrière, mais on regarde ce qui sort. D'accord? C'est ce qu'on mesure, c'est ce qu'on observe, c'est ça l'irritabilité. Alors j'espère que d'emblée je ne vous ai pas complètement perdu. On va cheminer encore un petit peu plus parce que dans l'irritabilité, on distingue l'irritabilité phasique, qui est une irritabilité type vraiment aiguë, en termes de, ça se manifeste par des crises de colère, des crises de rage, donc c'est vraiment de forte intensité, c'est toujours inapproprié par rapport à l'âge développemental et c'est inapproprié par rapport au contexte. Ça, c'est une irritabilité qu'on connaît très très bien dans le TDAH et dans le trouble oppositionnel avec provocation. Ensuite, il y a une irritabilité qualifiée de tonique qui est beaucoup plus chronique et qui est plutôt l'humeur maussade, grincheuse et avec une forme de, une humeur un peu négative, persistante. Et on va qualifier de irritabilité tonique des manifestations à bas bruit en fait, mais de susceptibilité. C'est un enfant qui est décrit comme râleur. Alors ça existe aussi chez l'adulte évidemment. Donc là, pour décrire déjà les dimensions qu'on va étudier, ce sont les principales définitions que je voulais donner un petit peu en introduction. Il y a une notion qui est plus une notion catégorielle, c'est celle du trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur. Alors ça, c'est une catégorie diagnostique qui a été introduite dans la révision, dans la cinquième, dans le DSM-5 en fait, donc dans la classification américaine des troubles mentaux. Et ce choix-là, il a été fait
par la task force du DSM pour éviter des diagnostics fréquents, on va dire, ou des surdiagnostics de troubles bipolaires pédiatriques. Et ça, c'était vraiment la vraie raison de la création de cette catégorie. Si on regarde bien à quoi correspond le trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur, ce sont des enfants qui ont des crises de rage avec agressivité verbale ou physique sur les objets, sur soi-même ou sur autrui, disproportionnées comme je vous l'ai dit avant. Les crises ne sont pas compatibles avec l'âge de développement. En moyenne, il y en a 3 par semaine, donc on fixe un degré vraiment de fréquence. Et elles sont associées à une humeur irritable et colérique la plupart du temps, la plupart des jours et la plupart du temps dans la journée. Et tout ça, c'est présent depuis plus de 12 mois, sans intervalle libre de plus de 3 mois. Donc ça, ce sont des critères qui permettent de qualifier la sévérité. Tout enfant qui traverse une phase développementale où il y a de l'irritabilité, comme par exemple à l'âge de 3 à 5 ans, ne reçoit pas un diagnostic de trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur. C'est un diagnostic qui est pas donné chez les jeunes enfants. Après ce diagnostic, il a beaucoup été critiqué. On va voir un petit peu pourquoi. Pour des raisons en fait de redondance probablement avec d'autres troubles. Mais on va y revenir. Simplement, ayez en tête que pour la task force du DSM-5, c'était pour éviter des diagnostics de troubles bipolaires pédiatriques sur la base de l'irritabilité très importante, d'accord? Parce qu'il y avait tout un courant de recherche, mais aussi un courant de cliniciens qui, pour permettre l'accès aux soins, avait tendance à donner un diagnostic assez rapide de troubles bipolaires pédiatriques, tout simplement parce qu'aux États-Unis, en l'occurrence, on n'accède pas à tous les soins si on n'a pas ce type de diagnostic-là. D'accord ? Donc, il faut voir vraiment le contexte derrière. Dans le TDAH, est-ce que l'irritabilité est fréquente? Alors ça, c'est une étude en population clinique qui vous montre quoi? Qui vous montre que dans 25% des situations, les enfants ont une irritabilité sévère et dans 50%, elle est au moins caractérisée à un degré moyen. Donc ça fait quand même beaucoup d'enfants qui sont concernés, beaucoup d'enfants avec TDAH qui sont concernés par des problèmes d'irritabilité. Là, on est dans une logique dimensionnelle. Ce n'est pas le diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure, parce que pour arriver au diagnostic, il ne faut pas une irritabilité moyenne, c'est beaucoup plus sévère. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi envie de savoir, oui, mais alors, si on parle d'irritabilité, de quoi s'agit-il vraiment et quelles sont les composantes de l'irritabilité dans le TDAH? Et là, je vous conseille, si ça vous intéresse, de vraiment regarder de près une étude qui a été publiée, c'est une méta-analyse qui a été publiée sur les aspects de dysrégulation émotionnelle chez les enfants avec un TDAH. Et quand vous regardez un peu les différentes facettes, alors je ne sais pas si j'ai un pointeur. Ou est-ce que j'ai une souris qui est peut-être... Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va y aller colonne par colonne. Donc, ce que vous avez, en fait, en termes de colonnes, là, les colonnes en foncé, ce sont des enfants TDAH dans lesquels les effets ont été contrôlés pour la présence d'un trouble des conduites. Et voilà l'échantillon global. Donc là, ce qu'on voit là, c'est la première colonne ERU, c'est des problèmes de reconnaissance des émotions. Donc on voit que chez certaines personnes avec un TDAH, il y a des problèmes de reconnaissance des émotions. La deuxième colonne, là où il y a le plus de difficultés, on va dire les plus fréquentes, ce sont des difficultés à type d'hyper-réactivité émotionnelle. Donc je réagis trop fort à des situations qui sont anodines ou qui ne devraient pas provoquer autant de ressentis, autant de réactivité. Donc ça, c'est cette deuxième colonne. Ensuite, E, R, EG, c'est la facette de problèmes de régulation émotionnelle. Alors, c'est toujours assez élevé hein, dans les populations avec TDAH, qu'il y ait un trouble des conduites ou qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas de différence particulière. C'est un peu contre-intuitif hein, que ce soit l'hyperréactivité qui soit la plus fréquente, parce qu'on s'attendait évidemment, avec les problèmes d'inhibition comportementale qu'on connaît dans le TDAH, à avoir plutôt des problèmes
uniquement surtout de régulation. Alors, on a vraiment l'hyperréactivité aussi. Et enfin, la dernière colonne, là, le dernier histogramme, et ICOT, là, c'est des difficultés plutôt d'une émotion qui est plutôt, au lieu d'être surexprimée, elle est plutôt sous-exprimée, puisque ce sont des personnes qui ont plutôt un manque d'empathie, des émotions plutôt superficielles et une difficulté à reconnaître les émotions, notamment de peur et d'anxiété chez autrui. Et ce sont des dimensions qu'on appelle de faible émotionnalité, émotionnalité limitée. Donc c'est quelque chose autant... Tout le reste, c'est plutôt de la dysrégulation émotionnelle vers le haut, vers l'expression émotionnelle élevée. Le ICOT, c'est de la dysrégulation, mais plutôt vers le bas. Ok, alors je vais peut-être faire une petite pause avant d'attaquer le prochain chapitre, parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que comme je vous emmène dans plusieurs... on va après quitter la question de la clinique, on va aborder les aspects neuropsychologiques. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ? Ça va. Oui. Pour le RREG, c'est des problèmes de régulation. C'est-à-dire, une fois que l'émotion est installée, les personnes ont du mal à se calmer. Donc, ils ont plus de difficultés aussi à ne pas montrer leur émotion. C'est-à-dire que leur émotion, elle sort, et elle sort longtemps et fort. Et c'est difficile pour eux de retenir ça. Donc, c'est quand même clairement aussi associé à cette expression sous forme de colère. Voilà, donc oui. Justement, je n'ai pas bien compris la dernière colonne. La dernière colonne, le ICOT. Le ICOT, c'est des problèmes de ce qu'on appelle le CU, c'est callous unemotional, c'est les traits de type froideur et manque d'émotionnalité, enfin manque d'empathie, si vous voulez, ou expression émotionnelle limitée. Donc ce sont des personnes relativement insensibles, notamment insensibles par rapport à leurs propres émotions. Ils sont très peu anxieux et ils sont très peu sensibles aux émotions d'autrui. D'accord ? Donc le risque de ça, à ce stade, c'est un trait, d'accord ? Et ce n'est pas un comportement particulier, c'est une caractéristique. Mais quand on les regarde, par exemple, dans des paradigmes d'exposition à des stimulations effrayantes, par exemple, ils réagissent moins que les autres. D'accord ? Donc ils sont plutôt dans une expression émotionnelle qui est sous la moyenne des gens. Et du coup, ça s'applique autant dans leur rapport aux autres qu'à eux-mêmes ? Oui, oui. Okay. Voilà, alors on va y revenir de façon un petit peu, je vais essayer de vous décomposer un petit peu les choses, maintenant sur les aspects neuropsychologiques. D'abord, dans le TDAH, vous savez qu'il y a des difficultés de fonctionnement exécutif chez beaucoup de personnes qui sont concernées. Bon. Difficultés de fonctionnement exécutif, je ne vais pas revenir, vous connaissez, c'est des difficultés essentiellement de planification, d'organisation. Donc on va parler aussi de déficit d'inhibition, c'est-à-dire que les stimuli entrants ne sont pas forcément correctement filtrés et inhibés, on va dire, et on a un déficit d'inhibition qui finalement va aboutir à un certain défaut de contrôle cognitif. Donc les réponses, qu'elles soient d'ailleurs cognitives, comportementales ou émotionnelles, ne sont pas suffisamment inhibées, et elles ne sont pas suffisamment inhibées par rapport au contexte. Le fait d'avoir des difficultés de fonctionnement exécutif, ce n'est pas seulement que vous avez du mal à inhiber votre émotionnalité, votre expression émotionnelle, vous avez du mal à l'ajuster à ce que vous avez en face, à votre environnement social. Et surtout, vous avez du mal à ajuster ça aux conséquences à long terme, parce que vous êtes impulsif et parce que vous êtes en difficulté pour vraiment contrôler vos réponses. Donc on a ça c'est assez, on va dire, c'est assez classique, mais on a aussi des défauts dans le traitement du signal. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des problèmes d'inhibition top-down, on peut avoir des problèmes avec la signalisation bottom-up, c'est-à-dire avec la façon dont les stimuli entrants sont perçus. Donc à la phase perceptive et attribution de valence émotionnelle. À ce moment-là, on a par exemple des stimulations pertinentes qui ne sont pas bien relayées au niveau cortical, et par exemple parce qu'il y a des biais attentionnels. Les biais attentionnels, c'est par exemple, vous êtes dans une relation interpersonnelle
et vous avez l'impression que la personne vous est hostile, alors qu'en fait la personne vous dit quelque chose de neutre. Ça, c'est typiquement un biais attentionnel et qui est fréquent chez les personnes qui ont des troubles du comportement et qui va du coup générer quelque chose comme une attribution de stimuli hostiles ou de menaces à une stimulation sociale plutôt anodine. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez fréquent et qui va peut-être, dans certains cas, être une raison du défaut de contrôle. Ensuite, il y a plein d'autres mécanismes. Je vais vous parler aussi de l'hyperréactivité liée au stress et je vais la développer un petit peu parce qu'elle est très importante pour les comorbidités du TDAH. Donc, l'hyperréactivité liée au stress, vous savez que habituellement, quand on engage un effort, on obtient quelque chose au bout. Puis on engage un effort assez souvent parce qu'on a l'idée qu'on va on va progresser, on va avoir quelque chose qui va renforcer notre connaissance, notre image de soi. Et puis pour les enfants plus jeunes aussi, c'est la récompense sociale, l'attention de l'enseignant, l'attention des parents, positive bien sûr. Et dans le TDAH, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants avec TDAH, ils ont du mal à engager l'effort. Parce que leur attention est très instable et très fragile, pour eux, engager l'effort d'attention, c'est très coûteux. Ça coûte beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui est difficile, plus difficile que pour la moyenne des personnes. Et du coup, ils ont déjà du mal à engager cet effort. Et quand ils engagent l'effort, comme cet effort est très souvent pas toujours complètement efficace si le trouble attentionnel n'est pas, s'il est encore très actif, on va dire, et s'il y a de l'impulsivité, ça va altérer la relation effort-récompense. Et cette altération de la relation effort-récompense, c'est toute la vie qu'elle est comme ça quasiment. Hein. Elle est, je ne veux pas être trop pessimiste, mais parce que on fait quelque chose du TDAH, mais quand même, c'est plus d'efforts à la base, et puis des récompenses qui sont aléatoires. Le risque, évidemment, bien sûr, c'est cette difficulté fait aussi qu'on peut être amené à éviter, bien sûr, d'engager l'effort, puisque les récompenses sont instables, puisque les récompenses sont aléatoires, puisqu'il y a sur le chemin beaucoup d'obstacles. Donc, parfois, on est vraiment dans la question de l'évitement de l'effort. Donc, il y a cette altération de la capacité à atteindre des buts, et puis c'est émaillé d'expériences d'échec. Ça aboutit à de l'épuisement cognitif, et pour certaines personnes, adultes, enfants, c'est du stress chronique. Le stress chronique, il est alimenté par ce vécu-là, et il est aussi alimenté, bien sûr, par d'autres paramètres qui sont très importants et qui sont, par exemple, le rejet social. D'accord ? Les enfants avec un TDAH, ils ont beaucoup plus d'interactions sociales négatives que les enfants sans TDAH. Et les adultes, c'est pareil. D'accord ? On leur fait plus de reproches, on les punit beaucoup plus. Et ils ont en plus cette difficulté de pas toujours, même quand ils engagent eux-mêmes, parce qu'ils se mobilisent, ils sont motivés, ils ont ce chemin difficile et qui va vraiment engendrer du stress chronique. Et il y a probablement un domaine de recherche à développer vraiment entre TDAH et ce vécu de stress et les adaptations secondaires à ça. Donc, qu'est-ce que ça peut faire d'autre ? Eh bien, le fait d'avoir des expériences répétées d'échecs, on va aussi avoir malheureusement des stratégies de coping inefficaces. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'évitement, puisque l'effort est compliqué et aléatoire. Les enfants jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans ces situations-là ? Ils ont de l'évitement, mais chez l'enfant jeune, l'évitement, c'est quoi, à votre avis ? C'est quoi la première stratégie d'évitement chez l'enfant ? Pour éviter l'échec. Ouais, pour éviter l'échec, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant ? C'est exactement ce qui se passe, mais vous voyez quoi, en fait ? L'enfant, il fait quoi ? Il s'isole. Il peut s'isoler, mais c'est pas ça peut, mais c'est pas le premier truc. Parler avec des camarades, regarder autre part, dessiner. Donc ça, c'est du coping positif. Malheureusement, il faut leur apprendre ça. Mais ce serait là, je vous parle d'une stratégie plutôt négative, oui. Il n'y a pas essayé tout simplement. C'est-à-dire que de toute façon, je serai en échec, donc je sais bien pas. Oui, ça, c'est une façon, exactement, c'est une façon que les enfants ont de montrer qu'ils
voilà, enfin de faire avec la situation d'expérience répétée d'échec. Mais il y a une stratégie, en effet, c'est se démotiver, c'est se démobiliser, mais c'est surtout s'opposer. D'accord ? L'opposition. C'est la première stratégie de coping de l'enfant qui est dans cette situation. Il s'oppose. Il peut pas, c'est trop dur, hein, c'est trop dur, et c'est le chemin le plus rapide pour l'enfant. D'accord ? C'est le chemin le plus rapide et c'est le chemin qui désactive l'environnement le plus rapidement. Parce qu'un enfant qui s'oppose, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous avez de l'expérience, donc un enfant qui s'oppose, eh bien, ça peut être très compliqué de trouver la porte de sortie. Donc, les stratégies de coping efficaces. Et dans les stratégies de coping efficaces, dans l'opposition, il y a aussi cette composante d'irritabilité. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a un trouble qui s'appelle le trouble oppositionnel avec provocation, dans lequel il y a une composante émotionnelle qui est vraiment de l'irritabilité, puisque dans le trouble oppositionnel avec provocation, il y a le critère crise de colère fréquente. Et donc cette irritabilité. Et puis tout ça, évidemment, ça fait aussi le lit de schémas cognitifs très négatifs. L'enfant, il va se percevoir aussi à la longue comme étant incapable, comme étant méchant, hein, comme étant parfois, voilà, vraiment, et il s'enferme avec des schémas négatifs et puis des comportements de plus en plus qui vont persister. D'autant plus qu'un enfant qui va s'opposer, vous parliez d'isolement tout à l'heure, alors ça, c'est pas complètement faux. Il se met un peu dans sa bulle, hein, et puis il signale, vous pouvez rien, vous pouvez pas me toucher, et moi, je désactive tout le monde. Hein. Donc le renforcement positif de la protection de l'échec, il est très important, en fait. D'accord ? Et ça, c'est très compliqué à déconstruire, surtout si l'enfant est très impulsif, ce qu'ils sont en général quand ils ont un TDAH. Donc ça, c'est vraiment une première... une première possibilité de comment s'enclenchent les comorbidités à partir du TDAH et des interactions négatives de l'environnement, dans l'environnement et des expériences internes. Hein, parce que parfois vous avez des environnements qui sont très bienveillants, qui font vraiment le maximum, et l'enfant il construit quand même ça. D'accord ? Parce que tout simplement il se compare à ses copains. Et cette comparaison à ses copains, vous pouvez avoir prof bienveillant, copain assez bienveillant, les parents qui font ce qu'ils peuvent, et ben ça construit parfois quand même ces schémas-là. Et puis après, il se passe plein de choses au niveau biologique aussi. On sait que le stress non contrôlé, bon, je ne vais pas vous embêter trop avec la biologie du stress, mais si vous voulez, le stress non contrôlé, il active l'axe corticotrope, hein, donc la sécrétion de glucocorticoïdes par la glande surrénale, et cette suractivation de l'axe du stress, si vous voulez, va aboutir à une surexcitation, à une mise en mémoire au niveau limbique, donc une mémoire de l'émotion, ce qu'on a aussi dans le stress post-traumatique, on va y revenir. Mais l'axe corticotrope soumis à un stress chronique, il s'hypersensibilise, c'est-à-dire qu'il finit par réagir de plus en plus vite à des stimulations de moins en moins élevées. D'accord ? Donc on construit quasiment une forme d'hypersensibilisation. Et puis derrière, il y a des choses plus complexes dont on va parler tout à l'heure. Un autre problème, c'est l'hyperréactivité plutôt contextuelle, et ce qu'on a appelé dans le TDAH l'aversion au délai de récompense. Bon, ça n'existe pas, c'est pas spécifique au TDAH, mais dans le TDAH, c'est bien décrit. Dans un paradigme expérimental où on a le choix entre une stimulation, une récompense immédiate, peu importante, et une récompense différée plus importante, les personnes avec un TDAH choisissent en général la récompense immédiate. Alors, le paradigme classique, c'est le test du marshmallow. Le test du marshmallow, il est pas forcément, il est critiqué. Et je voulais juste vous mettre l'image parce que c'est un des tests qu'on a un peu en tête quand on parle de ça, mais il y a d'autres paradigmes qui sont plus solides.
et qui montre bien que les personnes avec TDAH ont une préférence pour les récompenses immédiates, et quand ils ne les ont pas, eh bien, ça aboutit aussi à des émotions négatives mal contrôlées, parce qu'ils attendent quelque chose qui n'arrive pas immédiatement, et là c'est compliqué, parce que l'attente, encore une fois, là on a aussi le problème du dyscontrôle des fonctions exécutives. On ne peut pas se dire je ne dois pas trop réagir mal parce que après j'aurai rien du tout derrière. Hein. C'est quelque chose qui ne marche pas forcément très bien, donc on a des réactions très vives. Dans ce contexte, donc c'est vraiment contextuel, avec une frustration notamment, et le délai de récompense, cette aversion au délai de récompense. Et puis après, il ne faut pas oublier quand même qu'on est tous différents, d'accord ? On est tous différents, et on est notamment tous différents en termes de style de réactivité à l'environnement. On a donc un tempérament qui peut être plus ou moins réactif, plus ou moins avec une tendance à réagir fort à des stimulations minimes, ce qu'on appelle en fait dans la littérature du tempérament le névrosisme, l'émotionnalité. Dans le modèle de Cloninger, c'est le harm avoidance, c'est l'évitement du danger. Donc on a ces caractéristiques tempéramentales. Donc une étude, là je vous montre une étude ancienne déjà, qui est celle de Thomas Etches, qui a décrit chez l'enfant le tempérament difficile. Alors là, ça a été aussi un petit peu, on pourrait imaginer peut-être maintenant nommer ça un peu différemment, parce que c'est peut-être un peu négatif, mais quand même ce sont des enfants qui ont une qualité de l'humeur un peu plus négatif que les autres. Ils ont tendance à réagir de façon très rapide. Ils ont souvent une flexibilité un peu limitée, un faible seuil de tolérance à la frustration, et puis des rythmes aussi un peu irréguliers. Dans le tempérament difficile, la dimension vraiment centrale, c'est l'émotionnalité. Et ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas forcément un problème en soi d'avoir ce type de tempérament-là, parce que dans certains environnements, il a été montré que dans certains environnements, c'est un tempérament qui peut être associé à une meilleure survie des enfants. Dans des environnements très difficiles, où les ressources sont très limitées, c'est en fait les enfants ayant ce tempérament-là, très exigeant, qui stimule beaucoup leur entourage, et bien qui visiblement s'en sortent mieux. Donc on a élaboré, et ça je vous parle de quelque chose qui est une littérature déjà ancienne là, la notion de goodness of fit, hein, c'est le goodness of fit de Lerner. Le goodness of fit, j'ai repris le terme anglais parce que le terme français c'est adéquation de l'ajustement. Bon, hein, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé mieux non plus, mais c'est quoi le goodness of fit? C'est la façon dont l'environnement et le tempérament d'un individu matchent. D'accord? Ça matche parfois bien, très bien, et parfois pas du tout. Et le fait d'avoir un mismatch important et chronique, visiblement, est quand même là aussi une source de stress chronique. Et typiquement, c'est par exemple quand vous avez un enfant qui a un certain style de tempérament, mettons un tempérament très actif, explorateur, hein, je ne parle pas de pathologie, je parle de caractéristiques individuelles, de différences individuelles, mais si cet enfant se retrouve dans un environnement, par exemple, où les exigences éducatives sont extrêmement différentes, hein, on va dire, vont très à l'encontre de son tempérament, voilà, ça peut être compliqué. C'est vrai aussi pour les enfants qui ont plutôt un style un peu inhibé, hein, et qui ont plutôt tendance à réagir avec un peu de méfiance ou d'anxiété dans des stimulations nouvelles. Et ben c'est pareil, hein, si on va brutalement très à l'encontre des capacités d'adaptation de l'enfant, on va le mettre dans une situation de stress chronique. Alors ça, c'est pas le seul problème, hein. Vous voyez qu'en fait, on est un peu sur un fil, parce qu'on peut aussi créer des problèmes avec la notion de suraccommodation. Alors, la notion de suraccommodation, qu'est-ce que c'est? La notion de suraccommodation, c'est quand on s'ajuste carrément de trop. On s'ajuste de trop, donc par exemple, ce serait par exemple des parents qui jamais ou qui éviteraient toujours de mettre leur enfant en situation de petite contrariété. Ça existe aussi. C'est probablement aussi délétère pour le développement. Enfin, c'est délétère. Ça maintient notamment les comportements inadaptés et ça permet aussi, par exemple, si on parle d'anxiété,
si les parents se suraccommodent à l'anxiété de l'enfant, sans jamais l'encourager à un peu aller au-devant de cette anxiété, de le rassurer, mais de le mettre en position d'exposition, eh bien l'anxiété, elle va pas du tout diminuer. Au contraire, elle va augmenter. Donc on a, vous voyez que les choses ne sont pas vraiment simples en termes d'éducation ou de comment l'environnement réagit à des caractéristiques individuelles, puisqu'on peut faire trop peu, pas assez, être trop dur ou trop inflexible, et puis on peut aussi faire des erreurs de type suraccommodation. Par exemple, pour vous donner un autre exemple en situation clinique, un enfant qui aurait des troubles obsessionnels compulsifs avec des compulsions de rangement ou des compulsions de lavage, nous on essaye de faire en sorte que les parents, par exemple, ne participent pas au rituel, ne rentrent pas dans ce cercle-là, parce que ça maintient beaucoup les comportements qu'on espère réduire. D'accord ? Donc, pour simplement résumer, on a parlé de la dimension exécutive, on a parlé du défaut de traitement du signal, on a parlé d'hyperréactivité, de stress chronique, et on va parler un peu plus dans les diagnostics différentiels et les troubles associés de stress liés à des expositions traumatiques. On a parlé de l'hyperréactivité contextuelle et de l'hyperréactivité plutôt tempéramentale, constitutionnelle, on va dire, et long terme. Alors, pareil, je vais m'arrêter un petit peu pour faire un petit feedback pour le public. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Ça va ? Je ne vais pas trop vite, vous me dites. Si je dois reprendre des éléments, si je suis passée peut-être un peu rapidement, ça va ? Ok. Alors là, on va plonger dans les troubles associés et les diagnostics différentiels, parce qu'on est resté beaucoup sur la question de la dimension irritable. Mais la dimension irritable, elle n'est pas spécifique au TDAH, parce que vous vous êtes peut-être posé la question, mais si c'est tellement fréquent dans le TDAH, pourquoi c'est pas dans les critères ? Pourquoi c'est pas dans les critères ? En fait, c'est dans les critères associés. Quand vous regardez bien le DSM, tout au fond, il y a des caractéristiques associées. Et vous allez trouver irritabilité, difficulté de régulation des émotions. Mais ce n'est pas dans les critères qui permettent de poser le diagnostic. Pourquoi ? Parce que c'est très peu spécifique et ça existe dans plein d'autres troubles. Et je ne suis pas exhaustive, mais là, je vous en ai donné une petite sélection. Donc, l'irritabilité, vous avez de l'irritabilité dans les autres troubles du neurodéveloppement et en particulier dans l'autisme. Elle n'est pas forcément provoquée par les mêmes stimulations, parce que l'irritabilité dans l'autisme, elle va par exemple être provoquée par des problématiques plutôt liées à leur profil sensoriel, comme par exemple l'exposition au bruit, l'exposition à de la lumière vive, ce genre de choses, ou à des situations sociales. Donc on a de l'expression comportementale, à peu près sous la même forme, des crises de colère, de l'opposition, un caractère, parfois des réactions vives à l'environnement. Vous avez aussi ça, par exemple, dans le syndrome de Gilles de la Tourette, vous avez les fameuses rages dans le syndrome de Gilles de la Tourette, qui sont aussi des manifestations très aiguës de dyscontrôle émotionnel. Ensuite, dans les troubles du comportement, alors je qualifie là de troubles du comportement au niveau catégoriel, le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites. Et après, il y a évidemment le trouble explosif intermittent, mais dont on ne va pas forcément, la littérature n'est pas très fournie sur ce trouble-là. Dans les troubles anxieux, on peut avoir de l'irritabilité. Dans les troubles anxieux et dans le trouble obsessionnel compulsif, vous avez de l'irritabilité. Par exemple, dès lors que vous interrompez un rituel, par exemple, l'enfant il va parfois être irritable ou se mettre en colère. Dans les états post-traumatiques, là on va creuser un peu cette question tout à l'heure, mais l'irritabilité est vraiment, là aussi, vraiment fréquente. Dans les troubles dépressifs, on peut avoir de l'irritabilité, dans les troubles de la personnalité également, et aussi, n'oubliez pas, dans les atteintes organiques. Tout ce qui est encéphalite, par exemple, peut se manifester avec par des manifestations comportementales de type dysrégulation émotionnelle. Et puis, j'en oublie probablement, mais c'est ubiquitaire et très fréquent dans différents autres troubles. Donc,
on a des études qui nous montrent, dans le TDAH avec irritabilité, quels sont les troubles associés. Et là, on a de nouveau 3 degrés de sévérité. En gris, vous avez l'irritabilité sévère. Et là, vous allez voir que dès lors que vous avez une dimension irritabilité sévère, vous avez une très très forte proportion de jeunes qui ont un trouble oppositionnel avec provocation associée, ou un trouble des conduites, ou des troubles dépressifs, et peut-être un peu moins, mais parce que l'échantillon était assez jeune, un trouble d'usage de substances, la dernière colonne. Donc, dans le TDAH, la présence d'une forte irritabilité, elle élève le risque de troubles comorbides. Et vous savez ce que c'est le trouble oppositionnel. Dans le trouble oppositionnel, évidemment, vous avez de l'opposition, vous avez des attitudes négatives ou un peu, une sorte d'attitude négative par rapport notamment aux adultes de l'entourage, que ce soit l'entourage familial ou scolaire. Parfois ça prédomine en intrafamilial, parfois ça prédomine dans le milieu scolaire, mais en l'occurrence, ce sont des enfants qui ont du mal quand même à respecter le cadre, les règles, qui vont avoir des attitudes de provocation devant les interdits notamment. Et puis, ils ont aussi tendance à faire des colères, d'accord ? Donc les colères, c'est une dimension vraiment centrale dans le trouble oppositionnel. Et vous allez avoir, si vous voulez, si on essaye de regarder quelles sont les dimensions prédominantes. Le trouble oppositionnel avec provocation, il y a des colères, et dans le trouble explosif intermittent, il n'y a quasiment que des colères. C'est vraiment ça, sans avoir une altération spécifiquement avec une intolérance aux frustrations et aux règles. Le trouble explosif intermittent, il est vraiment, c'est émotionnel, c'est du dyscontrôle émotionnel aigu. C'est pas encore très bien exploré, il faut dire ce qui est. Et puis vous avez le trouble des conduites où le problème est plutôt un dyscontrôle social et comportemental. Alors selon les classifications, c'est considéré comme étant une forme grave de trouble oppositionnel avec provocation, et on a là-dedans tout ce qui concerne les transgressions sévères de règles de la vie de tous les jours, règles sociales, donc on a des transgressions vis-à-vis de la sécurité d'autrui notamment, tout ce qui est agression physique, mais aussi escroquerie. Vous avez des comportements, des troubles du comportement plutôt par derrière, on va dire, avec notamment le fait d'avoir des comportements, par exemple, de créer de mauvaises réputations à autrui, en fait de nuire à autrui, d'une façon plus globale. On a aussi, dans le trouble des conduites, des comportements qui vont nuire aux objets de l'environnement. C'est le vandalisme que vous avez dans ces troubles-là. Et puis vous avez aussi chez l'enfant jeune, très caractéristique, c'est le fait de nuire aux animaux. Donc vous avez tout un tas de dimensions, socialement très, très compliquées quand même. Et dans une partie de ces troubles et conduites, vous allez retrouver les traits dont on parlait tout à l'heure, de faible empathie émotionnelle, d'accord ? Donc, mais pas chez tout le monde. Chez certains, c'est vraiment des problèmes de contrôle émotionnel, et chez certains, ça peut être mixte, ou alors ça peut être une alternance de phases, ou alors ça peut être vraiment une émotion qui est bien plus basse, qui réagit plus faiblement. Je ne vais pas parler des autres comportements qui sont dans cette catégorie-là, mais parce que ce n'est pas si fréquent que ça dans le TDAH. Donc, dans les comorbidités, comment ça se présente ? Quand on regarde un petit peu de près, je vous ai dit qu'on allait revenir un peu sur la question du trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, et pourquoi ça a été tant critiqué, le fait d'en faire une catégorie à part. En fait, ce qu'on peut voir ici, dans le grand cercle blanc, c'est une population clinique. C'est une population clinique qui avait essentiellement des difficultés de type TDAH ou troubles du comportement. Et vous avez dans le cercle le plus à l'intérieur, quasi à l'intérieur, qui est gris clair, vous avez une catégorie d'enfants qui ont un TDAH et qui ont aussi un trouble oppositionnel avec provocation ou un trouble des conduites, mais qui ne répondent pas aux critères de troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle. D'accord ? Vous voyez que le cercle s'inscrit quasiment
dans le cercle de ceux qui ont un TDAH, il y en a très très peu finalement qui ont seulement un trouble oppositionnel avec provocation, avec trouble des conduites, sans TDAH. Et donc vous voyez que là, c'est la proportion qui en a 35 ici et qui sort du cercle blanc. Ça, c'est simplement pour porter à votre attention le fait que c'est une population aussi relativement jeune, d'enfants de moins de 12 ans, et dans cette population jeune, le trouble oppositionnel ou le trouble des conduites sans TDAH ou sans trouble disruptif, il est relativement rare. D'accord ? Donc attention, quand vous êtes tenté quand vous avez des troubles oppositionnels vraiment importants, que ce soit avec ou sans critères de troubles disruptifs, recherchez un TDAH dans les populations jeunes notamment, parce que isolé, c'est rare. Et c'est pour ça que les choses ont été tellement critiquées, c'est à cause du cercle plus foncé à l'intérieur. C'est qu'au fond, vous avez des jeunes chez lesquels tous ces critères diagnostiques sont associés, il y a une proportion relativement importante quand même de cette population clinique, mais en fait, tout se passe comme si le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, c'était du trouble oppositionnel avec provocation sévère et avec une qualité d'humeur un peu altérée. D'accord ? C'est ça ça revient à dire un peu ça. Et c'est pour ça que d'autres classifications empruntent plutôt, au lieu de faire une catégorie à part, ils disent que c'est plutôt un trouble oppositionnel avec une qualification de dysrégulation émotionnelle particulièrement élevée. D'accord ? Pour éviter de saucissonner tout ça en diagnostic distinct. Est-ce que là vous avez des questions? Parce que je vais passer après à d'autres formes de comorbidité. Oui. Je peux me poser aussi pourquoi il y a cette irritabilité, il y a une cause. C'est quoi le... Oh là là. Alors, très très important, c'est très compliqué de parler de cause en psychopathologie. Pourquoi? Parce que c'est très très multifactoriel. Vous avez vu que les différentes voies et les différents mécanismes sont potentiellement très variés. D'accord? Donc, je vous ai expliqué, et c'est pour ça que je vous explique les difficultés sous forme de petits, comment dire, d'aspects neuropsychologiques, un petit peu les uns différents, enfin un peu de façon différenciée. Pourquoi? Parce que en fait, on voit bien que c'est très multifactoriel, d'accord? Et multifactoriel, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des causes génétiques. Hein. Typiquement, dans le tempérament, il y a des causes constitutionnelles. On est avec un certain tempérament et il ne se modifie pas énormément avec l'âge, avec le temps. Et il y a des causes qui sont liées à de l'exposition au stress. Hein. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué quand on parle de micro-stress et peut-être parfois de gros stress. Et on va reparler de gros stress voilà, tout à l'heure. Et puis après, on a peut-être de façon biologique, peut-être aussi en lien avec des gènes, on a des personnes qui ne réagissent pas émotionnellement aux stimuli où les autres personnes réagissent. C'est des différences individuelles, peut-être génétiques, peut-être environnementales. Mais surtout, sortez d'ici avec en tête la question qu'il n'y a jamais une cause. Parce que c'est jamais comme ça que ça se passe en psychopathologie. Et les gens qui vous disent « j'ai la cause », je connais la cause de tel ou tel trouble mental, autre chose, c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? C'est très très peu probable qu'il y ait des causes uniques. D'accord ? Ça c'est bien clair ? Oui. Ici, comment on peut réguler? Est-ce que c'est possible de contrôler ou de réguler cette intensité de colère? Oui, on peut. Je vais vous en parler tout à l'heure quand on va aborder les traitements. On va regarder, c'est pas facile, mais on peut. Hein, on peut toujours faire des choses. Donc on peut. Mais je voulais vous emmener sur des aspects de troubles associés qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'ils peuvent ressembler à du TDAH ou du trouble oppositionnel avec dysrégulation émotionnelle, mais ce sont parfois aussi des diagnostics associés. Pourquoi? Parce que les personnes avec un TDAH, ils ont plus de risques de s'exposer, d'être exposés à des événements adverses, pour plein de raisons. Parce que d'une part, ils suscitent un certain rejet social, mais aussi parce que le TDAH, vous connaissez à peu près la proportion d'héritabilité du TDAH?
ou peut-être pour le formuler autrement, quand on a un proposant, une personne qui a un TDAH, vous savez que la prévalence du TDAH en population générale, elle est de 5% chez l'enfant. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la proportion de TDAH, le risque évidemment de TDAH chez par exemple un frère ou une sœur ou un parent? Dans la fratrie, s'il y en a un qui a un TDAH, c'est x6? Ouais, c'est 25%. Ouais, c'est à peu près ça, hein, x5. Donc vous avez, vous avez du coup un risque important qu'un des parents, vous avez un risque sur 2 si vous voulez qu'un des 2 parents ait un TDAH. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il n'est pas impossible que dans une famille où il y ait beaucoup de TDAH, que les relations interpersonnelles en soient un petit peu complexifiées. D'accord ? Et notamment parce que dans le style éducatif d'une personne qui a un TDAH pas contrôlé, très impulsif, et qui peut-être n'a pas été accompagné ni aidé, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'impulsivité. D'accord ? Donc c'est aussi, vous voyez à quel point c'est compliqué de désintriquer les choses. Hein. Il y a toujours des risques qui peuvent être des risques de terrain familial, et puis il y a des risques d'exposition à des événements ou à des styles éducatifs particuliers. Donc on est dans quelque chose qui est relativement complexe. Donc ces personnes sont à risque de quoi? D'être victimes d'exposition traumatique. Alors, l'exposition traumatique en termes de traumatisme, par exemple, ça peut être abus sexuel, abus physique, ça peut être un accident de la route, plus fréquent encore une fois dans les populations avec TDAH. Vous avez le risque d'avoir évidemment des états de stress post-traumatique. Les états de stress post-traumatique, ils sont de nature un peu diverse, et on parle maintenant de plus en plus d'états de stress post-traumatique de type complexe. Et ces états de stress post-traumatique de type complexe, ils sont très souvent liés à du traumatisme précoce, grave, chronique. Typiquement, des problèmes de maltraitance sévère, grave et durable, qui associent à des degrés évidemment divers des aspects par exemple de mauvais traitements physiques, etc. Donc ce PTSD chronique, à quoi ça ressemble? Il y a de la dysrégulation émotionnelle chez les personnes qui souffrent de ce type de stress post-traumatique, et ils ont en plus des états dissociatifs induits par le stress. C'est-à-dire que là, ils vont avoir non seulement des problèmes d'hyperréactivité parfois, mais ils ont aussi une régulation vers la suppression de la source de stress. Et ça, c'est l'état dissociatif, en l'occurrence. Et puis, ils ont très souvent une altération de la représentation de soi, c'est-à-dire que très souvent, l'image de soi-même est négative, dégradée, et comme si on ne pouvait pas être vraiment réparé. À côté de ça, ils peuvent avoir des comportements impulsifs, des conduites à risque, et puis une vie relationnelle relativement instable, volatile, avec des problématiques d'engagement dans les relations, parce qu'ils ont peur en fait d'être blessés, ces personnes souvent. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder les articles notamment de Ford. Là, je vous ai mis une référence, si ces comorbidités vous intéressent. Il y a la clinique du PTSD chronique, donc du trouble post-traumatique, de l'état de stress post-traumatique chronique, et un autre diagnostic qui est parfois associé aussi au TDAH, c'est le trouble de la personnalité borderline. Et ces problématiques peuvent être évidemment toutes associées. C'est-à-dire on peut avoir un TDAH avec un stress post-traumatique complexe, et on peut aussi avoir les critères d'une personnalité, d'un trouble de la personnalité borderline. Et puis, il y a des questions quand même très subtiles de diagnostic différentiel, et je voulais un petit peu vous emmener là-dedans avant d'aborder les traitements. Dans le CPTSD, on a dit qu'on avait une forme d'hypervigilance qui est liée au fait d'avoir été vraiment exposé à ces stress très sévères, et avec une difficulté à s'apaiser quand on est exposé à des stimuli qui ressemblent à la situation à laquelle on avait été exposé. On a aussi des expériences dissociatives, on vient d'en parler. On a assez souvent cet émoussement affectif relationnel, et puis l'image de soi dévalorisée dont je viens de parler, cette image de soi étant relativement stable dans le temps.
Et on va voir que c'est un des points de diagnostic différentiel avec le trouble de la personnalité borderline. Les relations interpersonnelles sont instables, avec des risques de revictimisation, parce que souvent ces personnes évitent la proximité affective, mais peuvent se surexposer à, par exemple, des relations sexuelles ou des relations à risque, en fait. Donc il peut y avoir ce risque de revictimisation. Et malgré tout, ils sont quand même hyper vigilants au danger. Alors vous allez me dire, c'est complètement paradoxal. Ben oui, c'est complètement paradoxal, c'est comme ça. Et très souvent, on a un traumatisme développemental. Et là, on a, pour le coup, on a vraiment un trouble qui est lié à une cause. C'est évidemment là une des seules exceptions parmi les troubles psychopathologiques où on a vraiment des événements bien identifiés qui sont en lien. C'est peut-être pas la seule cause, mais c'est en lien. Ensuite, le trouble de la personnalité borderline se caractérise aussi par de la dysrégulation émotionnelle, mais là, c'est vraiment très caractéristique, c'est la peur de l'abandon dans les relations interpersonnelles. Donc on a une dysrégulation émotionnelle qui est plutôt impulsive, dans les situations où la personne se sent à risque d'être abandonnée, et on a très souvent une labilité émotionnelle aussi associée, c'est-à-dire que l'humeur est instable. Et puis les stratégies de régulation, évidemment, elles sont très souvent dysfonctionnelles, puisque très souvent les personnes vont avoir des comportements auto-vulnérants, ils se coupent, ils s'étranglent, ils font des tentatives de suicide. Mais bon, ceux qui ont un CPTSD, ça peut arriver aussi. Mais bon, dans le trouble de la personnalité borderline, ces stratégies dysfonctionnelles de régulation des émotions constituent un vrai problème en soi. On peut avoir des expériences dissociatives, donc aussi cette espèce de suppression émotionnelle par les expériences de dissociation. Et puis, des sensations de vide intérieur, là aussi, c'est probablement un mécanisme de suppression émotionnelle. Donc, dans la personnalité borderline, c'est comme si vous aviez quelque chose de très instable avec des alternances entre ces différents états. Et l'image de soi, elle n'est pas formidable, mais en fait, elle est surtout instable et elle est fragmentée. Et elle est très réactive au vécu interpersonnel. Donc, dans le vécu interpersonnel, très classiquement, on a aussi de l'alternance, idéalisation et rejet, et des relations qui sont souvent très compliquées à vivre pour aussi l'entourage, parce que les relations sont explosives, parfois intrusives, et elles ne sont pas détachées, contrairement aux personnes avec un CPTSD, où on a plutôt du détachement émotionnel. Donc, pour ceux qui connaissent bien tout ce qui est style d'attachement dans l'enfance, c'est en lien avec... on retrouve très souvent des patterns d'attachement désorganisés, insécures ou désorganisés, avec une hypervigilance au rejet et des anomalies aussi des cognitions sociales. L'étiologie est plurifactorielle, dont l'exposition au traumatisme développemental, mais aussi des expositions à des relations plutôt invalidantes ou vécues comme telles. Elles ne sont pas forcément comme ça, mais vécues comme telles, ou négligentes, punitives. Mais vous voyez que le spectre d'environnement adverse, il est beaucoup plus large dans le trouble de la personnalité borderline. Et ce qu'on sait pour avoir des études maintenant développementales, c'est que l'abus ou la négligence émotionnelle en présence déjà d'impulsivité neurodéveloppementale type TDAH augmente le risque de troubles de la personnalité borderline. Donc ça, c'est vraiment, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est attention à l'environnement des enfants avec un TDAH. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de bien soigner ça. Alors, on a parlé de troubles traumatiques développementaux pour caractériser les formes cliniques chez l'enfant. Je ne vais pas trop revenir dessus parce que vraiment, c'est quand même très proche. Alors, comment ça évolue, le TDAH, avec dysrégulation émotionnelle? Eh bien, ça évolue. Bon, je vais faire court ici. Ça, c'est une étude qui a mesuré en fait les dimensions cliniques à des moments répétés dans l'évolution entre 8 et 16 ans. Et on voit que l'irritabilité est vraiment en relation avec le risque de troubles dépressifs à l'adolescence. Que la dimension plutôt obstinée, c'est-à-dire s'opposer aux adultes, provoquer, transgresser les règles et dire que c'est jamais de sa faute, c'est aussi lié à des aspects de dépression, mais aussi à des comportements plus délinquentiels.
et puis aussi à cette dimension de froideur et d'insensibilité. Les comportements blessants, faire de la peine à autrui, etc., n'ont pas été liés à des outcomes particuliers à l'âge de 16 ans. Et on a d'autres études qui montrent que l'évolution du TDAH avec irritabilité, c'est un risque de persistance du TDAH à l'âge adulte, un risque de développer des troubles externalisés, donc des troubles du comportement, un risque plus élevé de troubles internalisés, un impact sur le fonctionnement et aussi un risque plus élevé de comportement suicidaire à l'adolescence. D'accord ? Donc le risque est assez, se déploie dans différentes dimensions. Donc ça vaut la peine de bien prendre en charge et c'est à ça que je vais consacrer le dernier petit quart d'heure avant que peut-être vous ayez des questions à ce niveau-là. Ça va ? Ok, bon, alors si je ne vous ai pas perdu, on va attaquer quand même le traitement. Donc on va parler des thérapeutiques psychosociales, donc agir sur la régulation émotionnelle. Il y a en fait plusieurs types de stratégies, et ça c'est ce qu'on va beaucoup nous travailler avec les parents et avec l'environnement. Si on a accès, parfois avec l'environnement scolaire. Il y a quelque chose qui marche plutôt bien, parce que c'est rapide, c'est les stratégies d'anticipation. C'est-à-dire faire une analyse fonctionnelle des colères, faire une analyse fonctionnelle de l'irritabilité, et regarder quels sont les événements antérieurs qui provoquent ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc on peut agir sur le contexte. Si on a très régulièrement un contexte dont on sait qu'il va être très défavorable à l'enfant, on peut ajuster le contexte. Mais, je vous rappelle, il ne faut pas le surajuster. Il faut que l'enfant il reste avec des défis développementaux, sinon ça ne marche pas non plus. Mais on peut aider l'enfant, par exemple, à adopter des stratégies de réévaluation cognitive. C'est-à-dire, par exemple, mon copain, il ne m'aime pas, il me regarde mal, il m'a mal parlé, et puis là, on peut éventuellement dire, bon, mais qu'est-ce qu'il t'a vraiment dit? Et puis voir, est-ce qu'on peut réécrire un peu le scénario qui a été mal perçu, mal interprété, pour arriver à des scénarios un peu plus, qui sont moins liés à la menace, qui sont moins liés à quelque chose de négatif. Et donc, on peut faire de la réévaluation cognitive. On peut aussi développer des compétences, donc tout ce qui est développement de stratégies de coping, ça, on peut le faire. C'est plus efficace de le faire en amont parce qu'à chaud, une fois que l'émotion est installée, c'est quand même très très compliqué. Le problème des enfants très impulsifs, c'est qu'ils ne généralisent pas les choses d'un environnement à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez leur apprendre, par exemple dans un setting de psychothérapie, de groupe thérapeutique, de psychothérapie individuelle, ils peuvent apprendre les stratégies. Le problème, c'est que quand l'émotion est là, à l'école ou dans le contexte familial, ils ne peuvent pas se servir de la stratégie, elle n'est pas accessible. Ça devient accessible au fur et à mesure de la répétition et de la maturité, mais il ne faut pas attendre une généralisation très rapide. Il faut aussi des stratégies a posteriori, donc il faut agir sur les conséquences, il faut agir sur le réseau relationnel, il faut aussi aider les enfants à mieux accepter certains ressentis, et puis à adapter leur expression émotionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va on va d'abord utiliser des stratégies externes à l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre aux parents à gérer les situations et à aider leur enfant quand il est en phase émotionnelle très, très complexe. Et puis, petit à petit, on va essayer de développer plus les stratégies personnelles. Mais vous voyez bien que ça nécessite un effort de tous. Ce n'est pas une histoire de uniquement, quelque part, une séance de psychothérapie. Il faut que les parents s'y mettent, il faut que l'école s'y mette, il faut que les copains s'y mettent. C'est ça qui marche. C'est quand tout est, quand vraiment l'environnement global augmente en cohérence. Donc dans les axes thérapeutiques, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les stratégies individuelles? On fait des thérapies cognitivo-comportementales chez l'enfant. Parfois, il y a des études, c'est plus au niveau des études maintenant, qui utilisent du biofeedback ou des remédiations.
pour augmenter la capacité de reconnaissance émotionnelle chez soi-même, chez autrui, réévaluer les stimuli de façon cognitive, développer le contrôle comportemental. Ça, c'est les composantes habituelles des programmes qu'on va utiliser. Et puis, bien sûr, pour certaines formes plus sévères, on va utiliser les traitements médicamenteux. Je ne vous parle pas du TDAH, qui a son traitement médicamenteux en lui-même, et on va y revenir un petit peu plus tard, mais il y a aussi d'autres traitements médicamenteux qui sont plutôt pour diminuer le ressenti émotionnel. Et puis, les traitements du TDAH qui augmentent le contrôle comportemental. Agir sur les antécédents et les conséquences, ça, c'est vraiment ce qu'on apprend aux parents dans les programmes parentaux. Et puis, dans les programmes parentaux de type TCC ou systémique, où on prend parfois avec nous des actions sur l'environnement plus larges. Donc ça, je vais passer parce que c'est vraiment pas lisible. Et ça, également, parce que c'est en anglais, mais simplement pour vous dire que j'ai mis dans le diaporama des exemples d'évaluation de différentes facettes de problématiques émotionnelles, si vous avez envie d'aller vers ça. Et puis les différentes hypothèses qui reprennent un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, dans le service, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a essayé de proposer aussi des programmes qu'on a actuellement dans des programmes de recherche. Un premier programme qui concerne des enfants avec TDAH et dysrégulation émotionnelle, et pour lequel nous avons actuellement un essai randomisé en cours qui va en fait comparer ce programme-là à un programme, donc c'est de la TCC vraiment sur les axes dont on a parlé tout à l'heure, et c'est un programme qui est comparé à un programme plutôt de reconnaissance émotionnelle interne et puis chez autrui, mais sans la composante des stratégies de compétences de régulation. Et dans les deux groupes, il y a un programme pour les parents qui est un programme qui vise à renforcer les habiletés parentales de gestion des comportements problèmes au sens très large. On a un autre programme qui est aussi en cours d'évaluation qui concerne plutôt des adolescents avec des idées et comportements suicidaires. Ils peuvent avoir un TDAH ou autre chose. Et là, c'est un programme qu'on a développé quand on a été complètement submergé en phase Covid par des jeunes avec des difficultés vraiment émotionnelles et de régulation émotionnelle très importantes. Et ça a été permis par un plan épidémique que nos ARS ont déclenché, donc nos autorités sanitaires, si vous voulez, ont soutenu notre programme. Et là aussi, c'est des programmes combinés parents et adolescents, avec des adolescents qui font un programme à base de thérapie cognitivo-comportementale et de thérapie dialectique. Et les parents font un programme qui est essentiellement à base de résistance non violente, qui leur permet du coup de ne pas escalader sur les comportements irritables, colériques et difficiles de leurs enfants en difficulté. Et si vous voulez voir le détail, ça c'est le premier programme, c'est celui sur le TDAH avec dysrégulation émotionnelle. Ça c'est le protocole qui a été publié et qui associe donc ce programme parental. Dans le programme parental, l'idée c'est de modifier la réponse parentale pour attraper le comportement de l'enfant et pour aider les parents à communiquer de façon claire avec leur enfant en s'appuyant sur le renforcement positif des comportements souhaitables et le non-renforcement des comportements indésirables. Et puis dans ces groupes de parents, on renforce constamment les parents dans leur progrès. C'est-à-dire qu'on veut des parents qui sont motivés, que les autres parents vont motiver. Donc on utilise vraiment à fond aussi toutes les stratégies de groupe en fait. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est très classique, mais il faut savoir que ces programmes parentaux sont très largement utilisés dans le traitement du TDAH et du trouble oppositionnel avec provocation, voire du trouble des conduites chez les sujets jeunes, qu'ils améliorent les troubles disruptifs, ça c'est sûr. Ils n'améliorent pas en revanche les symptômes fondamentaux du TDAH. Ça ne bouge pas à un niveau d'impulsivité. D'accord ? Ça, c'est vraiment, il faut être clair avec les parents. L'enfant va être moins opposant, moins transgressif. Et l'ambiance familiale va s'en trouver améliorée, mais l'enfant ne va pas être plus stable. Et il ne va pas être moins impulsif ni moins inattentif. Par contre, on va arriver à un peu mieux gérer ça.
Il y a des programmes maintenant qui développent plus la socialisation émotionnelle. Et la socialisation émotionnelle, c'est vraiment... on ajoute à ces programmes parentaux des aspects qui sont vraiment l'encourager l'enfant à exprimer ses émotions, modeler les réponses aux stimuli émotionnels, discuter à propos des émotions et puis comment réagir aux émotions des enfants. Donc il y a des programmes qui de plus en plus se spécialisent là. Alors, je ne vais pas vous montrer les aspects de recherche, mais là, je vous montre des exemples de programmes parentaux avec des composantes de socialisation émotionnelle. Vous avez la résistance non violente que nous, on utilise dans le service. Vous avez le programme Incredible Years qu'on utilise aussi chez les plus petits, chez les parents des petits. Le programme FACE, et puis d'autres programmes plus spécifiques, notamment le programme Relax, qui est destiné à des adolescents avec de la dysrégulation émotionnelle. Et c'est là aussi, ce sont des programmes parents-enfants avec vraiment de la résolution de problèmes en famille et d'élaboration de plans d'action. Donc c'est très concret et c'est très... voilà, ça a l'air aussi très, très chouette. Avant de monter notre programme Covid, là, on n'avait pas encore connaissance de celui-là, mais il paraît très intéressant. Le nôtre dont je vous parlais, c'est celui-là. Non, ça en est encore un autre. On a développé encore un autre projet qui est le fait de regarder un programme de management parental classique, c'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire action sur le renforcement positif, action sur la façon de gérer, d'adapter l'environnement. Et on compare ça à un groupe qui est essentiellement à base de résistance non violente. La résistance non violente, c'est vraiment un autre entraînement encore pour les parents qui leur permet d'éviter les comportements d'escalade et qui leur permet de réagir notamment à des comportements transgressifs et notamment à de la violence interpersonnelle de la part de l'enfant. Donc ça, c'est des programmes très, très spécifiques qui sont développés en collaboration avec Haim Omer de l'Université de Tel Aviv et qui nous a vraiment beaucoup inspiré pour développer ces programmes et développer la partie groupe de ces programmes. Parce qu'habituellement, ces programmes de résistance non violente, ils sont utilisés individuellement, avec des familles individuellement. Nous, on les utilise en groupe. Et là aussi, on a des résultats qui vont bientôt sortir dans l'utilisation de ces techniques-là. Alors, je ne vais pas avoir trop le temps de revenir là-dessus. Je vais vous donner juste quelques données sur les traitements médicamenteux. Dans une étude très classique, qui est l'étude MTA, l'étude MTA, c'est une étude de traitement multimodal concernant le TDAH, où on a comparé plusieurs bras de traitement. En bleu, alors c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Et dans le bras en bleu, vous avez le traitement communautaire, c'est-à-dire le traitement, en général, c'est du méthylphénidate, plus ou moins associé à de la psychoéducation, mais c'est mis en place par le médecin généraliste ou par d'autres, plutôt des centres de premier ou deuxième recours. En vert, vous avez le traitement médicamenteux, mais managé dans une équipe experte. Et vous avez ici le traitement comportemental qui est une thérapie cognitivo-comportementale très intensive. Et vous avez aussi ici le bras combiné. Si on regarde, bien sûr, l'étude au départ, elle s'était intéressée aux symptômes de TDAH. Mais là, on a une analyse post-hoc qui a regardé l'irritabilité. Et en fait, on voit que le traitement combiné est supérieur au traitement médicamenteux expert et au traitement de la communauté, qui est à peu près équivalent au traitement comportemental. D'accord ? Donc, dans les formes avec irritabilité sévère, vous avez intérêt à associer à la fois la thérapie comportementale et le traitement médicamenteux. Vous obtenez une bien meilleure efficacité. Alors, est-ce que le méthylphénidate tout seul fonctionne aussi sur l'irritabilité ? Oui, il fonctionne aussi, puisque vous avez dans cette méta-analyse un effet, des tailles d'effet et une réponse thérapeutique qui est quand même en faveur du traitement pour le méthylphénidate. Et c'est pareil pour la tamoxétine, qui est un autre traitement du TDAH. Ensuite, on a regardé aussi des études où il y avait
des traitements combinés méthylphénidate, antidépresseurs, sur les formes très très sévères, c'est-à-dire celles qui répondaient aux critères de troubles disruptifs avec dysrégulation de l'humeur. Et là aussi, on voit que en fait, le traitement, ici, il est en faveur du traitement combiné sur l'amélioration des symptômes d'irritabilité sévère. D'accord ? Donc l'irritabilité sous traitement, c'est aussi un problème parce que très paradoxalement, les traitements par exemple comme le méthylphénidate, ils traitent l'irritabilité, ils améliorent l'irritabilité, mais ils peuvent aussi provoquer de l'irritabilité. Donc on peut avoir ça comme effet indésirable. Alors comme effet indésirable, c'est relativement... c'est là pas plus que le placebo en fait dans cette méta-analyse, mais individuellement c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver. La seule chose à savoir, c'est que c'est souvent au début du traitement et quand on va trop vite dans la titration du traitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. J'arrive au bout d'1h15, je me suis rajouté le petit quart d'heure de ce qu'on appelle le quart d'heure montpelliérain. Et du coup, comme on a déjà un peu répondu aux questions, vous en avez peut-être d'autres, mais on a certainement un peu de temps quand même pour discuter un petit moment. Alors, d'abord, je passe la parole tout à la salle. Et, tout est possible. Et alors, merci de parler très fort, du coup. Même si Oui. Ouais, j'aurais deux petites questions. La première, c'est juste par rapport au méthylphénidate. Et la question, c'est si c'est vrai que le méthylphénidate à niveau cognitif va induire une perception de achievement, je ne sais pas comment le dire, plutôt que vraiment augmenter l'attention de la personne. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des autres traitements parallèles qu'on pourrait utiliser? Ouais, alors en fait, je pense que maintenant, on a pas mal de données sur les performances scolaires. Et avant, les premières études sur les performances scolaires n'étaient pas très intéressantes, ne montraient pas de performances scolaires vraiment améliorées. Mais en fait, les études plus récentes, elles sont en faveur d'une amélioration des performances scolaires elles-mêmes, pas seulement du sentiment de mieux, d'être plus efficace. Donc vraisemblablement, on a vraiment les deux. C'est bon à savoir, oui. Mais pas bon à utiliser quand on n'a pas de TDAH. Enfin, pour les étudiants là qui seraient tentés. Bon. Attention, je vous ai à l'œil.
levez la main. Oui, Ah là. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Oui, j'ai une question sur le médicament aussi. Vous avez proposé une très nouvelle stratégie personnelle qui développe à travers le médicament. Et je me demande que, vu qu'avant vous avez dit qu'il n'y a pas de cause, c'est du coup, comment un médicament pourrait... Qu'est-ce qu'il fait le médicament? C'est ça la question. Ouais. En fait, le médicament, il va en fait augmenter le contrôle attentionnel et comportemental. Et sans s'occuper de la cause. Enfin, peut-être la cause neurobiologique, oui. D'accord? Mais il va, puisque je ne vous ai pas parlé de la biologie du TDAH ou de ce qu'on connaît de la biologie du TDAH, mais dans le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental dans lequel il y a des dysfonctionnements, on va dire, grosso modo, des systèmes de neurotransmission. Et puis, il y a aussi non seulement des dysfonctionnements des systèmes de neurotransmission, mais il y a probablement aussi des dysfonctionnements de la connectivité cérébrale. C'est-à-dire que dans les réseaux cérébraux, il y a des problèmes de fluidité de connexion, on va dire ça dans un... Et le médicament, il va augmenter le tonus dopaminergique, noradrénergique, mais surtout dopaminergique, et du coup, il va améliorer la performance au niveau des symptômes de type inattention, et puis ça va beaucoup diminuer l'impulsivité aussi. D'accord ? Donc en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la meilleure efficacité, c'est de combiner ces deux approches. D'accord ? Parce que dans le TDAH seul, les psychothérapies dans le TDAH seul fonctionnent relativement peu. Elles fonctionnent chez des adultes très motivés, qui veulent chercher des stratégies très spécifiques. Mais si, chez les enfants, on fait des thérapies d'approche, si vous voulez. Et puis surtout, on insiste beaucoup sur les programmes parentaux parce qu'on veut que les enfants aient le meilleur environnement possible. On veut éviter que les parents punissent et tapent et crient et que les maîtresses crient ou les maîtres crient. C'est très important. Donc on passe beaucoup de temps et on propose beaucoup d'actions environnementales, mais pas parce que le TDAH lui-même réagit à ça. Le TDAH, il réagit plutôt aux médicaments. Mais en fait, comme on veut une action globale, on fait les deux. Oui. Juste, c'est peut-être en dehors du sujet, mais l'adolescent qui a tué son professeur, quel diagnostic vous pouvez aborder? Non, alors ça, évidemment, on ne peut pas du tout parler de situations qu'on ne connaît pas. Il y a une règle en médecine très importante, qui est, je crois qu'elle s'appelle Goldwater, la règle Goldwater. C'est on ne donne jamais un diagnostic sur quelqu'un qu'on n'a pas examiné. Donc, voilà, c'est aussi simple. Là, tout au fond, et après vous. Après, je vous passe la parole. Allez-y, madame, au fond. Il y a une étude récente ici de l'université qui démontre une relation psychobiologique avec la personnalité borderline, la déficit de l'attention et le trouble bipolaire. Aussi, oui. Et je trouve très intéressant qu'il y a une efficacité prouvée de la thérapie dialectique comportementale pour la personnalité borderline. Et comme il a cette relation avec le TDAH, je voudrais savoir s'il y a des recherches qui ont démontré aussi que ça pourrait être efficace. Pas à ma connaissance, mais ça n'a peut-être pas été beaucoup fait dans le TDAH. Il faudrait regarder la littérature sur le TDAH de l'adulte, mais je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas, ça ne fait pas partie actuellement de ce qui pourrait être recommandé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de niveau de preuve particulier qui permette... Mais il faudrait explorer la littérature émergente, parce que probablement ça peut être intéressant de regarder. Je n'ai pas du tout parlé du trouble bipolaire, parce que, pour des raisons de temps aussi, mais en effet, il y a bien une vulnérabilité croisée et des facteurs génétiques communs entre le trouble bipolaire et le TDAH. Donc on fait aussi très attention aux enfants dans l'évolution. Quand on parle de trouble de l'humeur, oui, bien sûr, il peut y avoir aussi l'émergence de troubles bipolaires, surtout qu'on a maintenant vraiment de plus en plus de données qui vont montrer que ouais, ça peut être un problème dans l'évolution. Du
coup, la question... Alors, la question... C'était sur le trouble bipolaire, oui. Ouais. Alors, une avant-dernière question. 2 questions. Ma question, c'était par rapport aux programmes dont tu parlais. Est-ce qu'ils sont encore à l'état de recherche ou ils sont déjà utilisés, on va dire Oui. Bonne question. Les programmes dont je vous ai parlé, de type programme de gestion des habiletés parentales, sont largement publiés et sont disponibles. On peut se former. Le programme Incredible Years de Webster Stratton, le programme de Barclay, tout ça, c'est le programme Triple P de Sanders, qui est un programme australien. Donc là, vous trouverez des formations maintenant, de plus en plus en français d'ailleurs, mais oui, vous trouvez les formations, vous trouvez les manuels. Et là, je vous ai parlé par contre de 3 programmes qu'on développe dans le service, qui sont en fait très souvent quand même des recombinaisons de différentes thérapies qui sont qu'on essaye d'adapter à nos populations et aux besoins spécifiques, et puis qu'on va évidemment aussi on va les tester par rapport soit au traitement usuel, soit d'autres thérapies de contrôle, quoi. On rajoutera, vous verrez, des références, des revues de questions, et puis il va y avoir bientôt un numéro spécial à Naël. Donc on va mettre plein de ressources disponibles francophones. C'est prévu, oui. Et avant, vous avez une question? Oui. Et puis après, tout derrière, j'ai vu une question. Oui. J'ai une question par rapport au TDAH et troubles bipolaires. Au niveau médicaments, d'habitude, les pédopsychiatres mentionnent que parfois les stimulants pour le TDAH peuvent solliciter des crises de bipolarité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, très bonne question aussi, question assez épineuse parce que très longtemps débattue. Ce qu'on sait, c'est que quand vous avez une comorbidité TDAH et trouble bipolaire, parce que vous avez ça, il y a une proportion de personnes qui ont vraiment les deux. Et quand vous avez une crise de l'humeur vraiment nette, qu'elle soit dépressive ou maniaque, la règle c'est on arrête le stimulant, on traite l'épisode thymique, et après, souvent le TDAH il n'a pas disparu dans l'affaire, donc on reprend le stimulant en période équilibrée. Hein. Ça c'est le truc, moi je dis ça, ça a l'air simple comme ça, en réalité c'est très compliqué, mais en tout cas, on ne contre-indique plus les stimulants quand il y a un trouble bipolaire associé à un TDAH. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne recommande plus. Ouais. Il y avait une question au fond. Oui. Voilà. Oui. Du fait de leur moindre impulsivité, les filles sont moins facilement diagnostiquées enfants, et on les récupère à l'âge adulte, en fait, anxieuses, dépressives. Comment pallier à ça? Oui, excellente question. C'est vrai que je n'ai pas eu trop le temps de m'attarder sur les effets différents entre filles, garçons, hommes, femmes, mais c'est un point très important. C'est vrai que les filles, elles sont un peu moins bruyantes dans leur expression comportementale et elles ont beaucoup plus de désirabilité sociale, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup plus d'efforts. Je schématise évidemment, hein, mais grosso modo c'est comme ça que ça se passe. On les diagnostique tard et on les diagnostique très souvent quand il y a déjà un premier épisode dépressif ou un trouble anxieux qui s'est installé, et quand on... ou alors sur des aspects déjà de troubles de la personnalité émergents, en fait, ou de troubles traumatiques, si vous voulez. Donc c'est vrai c'est ces symptômes-là qui les font être repérés. Et moi, mon message, vraiment, c'est de dire, faites bien attention dans votre évaluation à ne pas passer à côté du TDAH, parce qu'elles ont besoin des traitements spécifiques du TDAH pour éviter d'être tout le temps prises dans les cercles vicieux, en fait, hein, parce que les raisons pour lesquelles elles se dépriment, il y a peut-être des raisons de terrain, bien sûr, et de gènes croisés, on va dire, mais il y a aussi des raisons qui sont liées au TDAH probablement et au retentissement négatif du TDAH dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Et ça, on peut quand même faire, avec un traitement raisonnable, on peut essayer d'éviter pas mal de choses. Donc, moi, mon message pour ces diagnostics un peu tardifs, c'est vraiment d'être très soigneux sur le bilan des comorbidités et de traiter le TDAH s'il existe. Ouais. Et pour les garçons, c'est pareil, hein, si vous avez un garçon... Alors, il y a des filles qui peuvent avoir des troubles des conduites, mais souvent, chez les garçons avec troubles des conduites,
les psychiatres ou les psychologues sont très souvent un peu découragés par le trouble des conduites et ils se disent « Ah, c'est social, voilà, on va rien pouvoir faire ». C'est pas vrai, ça. Hein. C'est vraiment une méconnaissance du potentiel de ce qu'on peut quand même faire. Dans les slides, vous verrez, je n'ai pas détaillé, on a un programme de thérapie multisystémique qu'on a démarré en septembre 2021, qui est une thérapie vraiment dans l'environnement familial et qui est destinée à des jeunes avec des profils de troubles et conduites. Et on est plutôt content de pouvoir mettre en place et mettre à disposition ce type de programme qui a une efficacité bien démontrée, qui est très lourd à mettre en place, mais ça vaut le coup quand on peut avoir les ressources pour eux. L'effet du genre dans les troubles neurodéveloppementaux sera traité le 26 février par Maud Schneider. Oui, ça va. Je pense que vous aurez un truc très spécifique. C'est vraiment passionnant, hein, plein de questions là-dessus qui sont intéressantes. Oui. Avant-dernière, on est dans les là, dernières questions. madame. Encore deux. Oui. Il y a eu monsieur et puis après. Juste une petite question par rapport au traitement médicamenteux. Est-ce que vous utilisez le Strattera et puis est-ce que vous avez des retours là-dessus? Alors, oui, j'utilise le Strattera, mais vous savez, en France, le Strattera, il n'a pas été commercialisé, donc on l'utilise avec un accès compassionnel. C'est-à-dire qu'il faut demander à l'agence du médicament une autorisation et il faut l'argumenter. Et en général, c'est parce que les jeunes pour lesquels on pense au Strattera, c'est parce qu'ils ne supportent pas bien le méthylphénidate ou qu'ils n'ont pas bien réagi, que l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. Et du coup, moi, évidemment, je ne vois que cela, hein, parce que je ne peux pas l'utiliser en première ligne, ou alors parfois on l'utilise. Il m'est arrivé de le prescrire et d'avoir l'autorisation de le prescrire pour des jeunes dont les parents ne voulaient pas du tout de stimulant. Et donc j'ai pu le prescrire pour la raison de la préférence familiale. Mais c'est rare. Hein. Donc du coup, moi, mon avis personnel, il est biaisé par ma population très spécifique. Mais ce qu'on sait dans les études, c'est que c'est une efficacité un peu plus faible, mais qui est plus continue. Donc ça peut avoir un certain intérêt chez les jeunes ou les adultes qui ont des effets on-off très marqués, qui ont par exemple des rebonds, des effets d'instabilité liés au... voilà, quand l'effet du traitement est très instable, c'est intéressant. Et parfois quand il y a des comorbidités anxieuses, je trouve que c'est intéressant. Parce que du coup, il y a moins l'effet stimulant et du coup, c'est plus... Et puis quand il y a de l'abus de substance, parce que pour le coup, il n'y a aucune... c'est pas du tout associé à des effets et un peu aigus. Hein. Donc on est plus en sécurité peut-être avec le Strattera si à côté, il y a une consommation de substances. Une question devant encore. On a vu qu'il y avait des accompagnements soit thérapeutiques, soit médicamenteux pour les jeunes, ou alors un accompagnement, des interventions sur la famille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'école en fait? Oui, je redoutais cette question. Ouais. Mais vous avez absolument raison. Le problème, c'est qu'on ouvre tout un chapitre qui est celui de la reconnaissance du TDAH déjà à l'école. Parce que beaucoup dans le déni, ou alors par rapport à ouais, c'est compliqué. Donc on a... des intervenants dans les écoles. Ici oui, à Genève. Ça c'est bon. Vous avez certainement. Nous on a des. Voilà, on a accès. Parce que on est sur le chemin de l'école inclusive. Oui. Donc c'est vrai que. C'est très bien. Oui, si, c'est bien. Il y a plein d'initiatives. Le problème, c'est que simplement parfois, il y a des. Nous aussi, on peut mettre en place par exemple, des personnes humaines. Qui accompagnent certains enfants. Alors c'est pas nécessaire pour tous les enfants avec un TDAH, loin de là. Mais ceux qui ont des troubles des apprentissages associés, ceux qui ont vraiment des difficultés sociales importantes, donc ça peut être demandé. Le problème surtout, c'est les moyens de la formation. Il faudrait reprendre vraiment, j'espère que vous arrivez à le faire avec vos initiatives ici, mais en fait, il faudrait reprendre ça dès la formation initiale. Alors que moi, je fais de la formation aux enseignants, mais je fais de la formation à des gens. Alors quand je fais le tour de table des enseignants qui viennent me voir à mon cours, c'est simple, ils ont tous un enfant TDAH ou ils ont eu des enfants TDAH dans leur classe et ils ont trouvé que ça les intéressait, mais ils sont concernés. Moi, mon problème, c'est tous les autres. Hein, donc que je n'arrive pas à toucher et qui sont beaucoup plus réfractaires. Et on a encore des représentations sociales et les médias parfois nous aident pas trop non plus, hein, parce que c'est très caricaturé quand même. Je
Bon. Ça commence à rentrer dans la formation initiale ici. C'est bien, bravo. Ouais. Ouais, du coup, c'était pour un peu rebondir à la question précédente. Dans ces cas-là ou dans le cas de l'école, est-ce que vous avez déjà prescrit des séances de psychomotricité? Oui, on prescrit très souvent de la psychomotricité, mais la psychomotricité, alors chez nous, les psychomotriciens, par exemple, ils sont formés aux thérapies TCC des enfants avec TDAH, notamment à tout ce qui est entraînement de l'inhibition comportementale, entraînement sur des stratégies même sur les programmes métacognitifs. Donc oui, bien sûr, la psychomotricité fait partie du package très souvent chez les enfants jeunes et chez ceux qui ont des troubles développementaux de la coordination, bien sûr. Chez les adultes, c'est une bonne question. Je n'ai pas notion chez les adultes de psychomotricité. Chez nous, chez les adultes, ils vont aller vers de l'ergothérapie, aménagement du lieu de travail. Parce que c'est plus spécifique, ça répond mieux à leurs besoins en fait. On va arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour... en tout cas, je pense qu'on peut réapplaudir pour cette merci. Bon, puis vous êtes restés tard, hein, vraiment. Ouais, bravo. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, justement, sur la question de la comorbidité, on vous attend. Et n'oubliez pas aussi le congrès Piaget fin juin pour vous inscrire.